Ça va être une scène particulière. D'abord, on va goûter des choses. Oui, très vite. Il y a derrière moi nos commis de l'école hôtelière du Touquet qui viendront vous faire goûter des choses. On va les applaudir aussi parce qu'ils travaillent toute la journée pour nous. Merci à vous. Je crois, Antoine, que tu vas nous faire une présentation. Tu vas nous présenter Oui. Le travail d'Encuentro et ce que vous faites. Oui, c'est ça. Alors, ça reste interactif. J'ai mis pas mal on a pas mal de photos pour que vous. J'espère que vous allez découvrir beaucoup de choses. Pour certains, peut-être pas, mais en tout cas, fabriquer du chocolat, c'est très complexe et c'est un milieu très opaque. Donc, à la fin de cette intervention, normalement, vous en saurez beaucoup plus que 99% des gens. Et on va vous faire goûter différentes choses, du cacao, du chocolat, pour que vous compreniez bien en quoi notre métier est différent du métier de chocolatier classique. Ben, je te laisse lancer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, par contre, je ne sais pas comment. On peut juste mettre la première photo. Voilà, on va parler de chocolat de dégustation. Et pourquoi? Parce que vous avez différents types de chocolat. Vous avez le chocolat que vous mangez tous les jours et vous avez le chocolat de dégustation qui a vraiment une richesse aromatique, quelque chose de différent et qui va vous transporter à chaque carré. Mais je pense que le plus simple, c'est qu'on commence déjà par vous faire goûter deux chocolats différents. Un 70% en République dominicaine et un 70% Guatemala. L'idée, c'est que vous compreniez qu'il existe différents types de chocolats, des chocolats qui vont être fruités, acidulés, et des chocolats qui vont être ronds, gourmands. Et prenez bien le temps de le faire fondre en bouche, vous le mettez sous votre palais et vous le laissez fondre progressivement. Surtout ne pas le mâcher vite et ne pas avaler rapidement, ça supprimerait toute la dégustation. Le cacao, c'est un élément qui est très, très riche en arômes, comme le vin, c'est très complexe et il faut prendre le temps de le déguster. Et est-ce que comme le vin, il va y avoir une progressivité dans les goûts, des choses qui vont se révéler au fur et à mesure? C'est ça, il y a un timing, il y a une harmonie, il y a un tempo en fait dans la dégustation. Et comme dans les parfums, vous allez avoir des notes de tête, des notes de cœur, une allonge. C'est la même chose dans le chocolat. La note de tête est souvent très fugace, ça peut être une note florale, une note de fleur d'oranger, une note voilà. Vous avez la note de cœur qui définit vraiment le chocolat, et en l'occurrence, vous allez avoir sur le République dominicaine que vous avez goûté qui n'a pas d'acidité, ça va être la prune. Il va avoir une note fruitée de prune. Et le Guatemala, celui qui est acidulé, parce que c'est vrai que vous n'avez peut-être pas ce que vous êtes en train de goûter, celui qui est fruité acidulé, il est plutôt sur des fruits exotiques. Ça peut être mangue, fruit de la passion. Et ensuite, vous avez la longe. La longe, c'est ce qui va durer de longues minutes. Ça peut être des notes. Alors, sur le République dominicaine, ça va être des notes de miel. Et sur le Guatemala, ça va être des notes plutôt fortes, cacaotées, des notes de café peut-être aussi. Ça dépendra de chacun. En tout cas, moi, je donne des pistes. Et après, c'est votre palais qui va faire la suite. Après, si vous avez mangé de la charcuterie avant, du café ou bu du gin, ça va influer votre dégustation. L'idéal, ça reste quand même de le prendre avec un verre d'eau tempérée ou une infusion qui est assez neutre. Le chocolat fond à 34 degrés, donc si vous le prenez avec une boisson très froide, ça risque d'être compliqué d'apprécier le chocolat. Donc en fait, le mieux, c'est de boire de l'eau avec le chocolat. C'est neutre. Alors nous, en l'occurrence, on a une boisson magique, mais voilà, on ne pourra pas la faire déguster ici. Mais on fait de l'infusion de cosses de cacao. C'est-à-dire vous prenez ce qui entoure la fève et vous le faites infuser 3-4 minutes dans de l'eau et ça a des notes chocolatées, des notes cacaotées. Et ça accompagne très bien une dégustation. Et on valorise 100% de la fève de cacao de cette façon-là. Alors qu'en général, un fabricant de chocolat, déjà on est peu, on va y revenir, mais un fabricant de chocolat jette 30% d'une fève de cacao à chaque fois. Alors jette, va le composter, va le proposer aux agriculteurs. Et il se trouve qu'avec un process particulier qu'on a développé, on arrive à valoriser 100% d'une fève de cacao. Et valoriser dans le sens, l'utiliser aussi pour le consommer. Valoriser, ça veut dire que cette fève va être proposée en produit de qualité. L'intérieur va être proposé, va être transformé en chocolat, et l'extérieur va être proposé en infusion qu'on vend à des maisons de thé réputées ou qu'on propose chez nous. Et voilà, aucun produit n'est jeté. Et cette infusion, elle est plutôt sur l'amertume. Ça va être doux, des notes cacaotées, chocolatées. C'est comme boire un chocolat chaud, mais sans le lait en fait, avec juste de l'eau. Le principe du thé et le goût du chocolat. Et le goût du chocolat, voilà, c'est un peu magique. Mais voilà, ça demande de la préparation et d'être minuté, ce qui est compliqué dans une assemblée comme ça. Donc voilà. On a déjà le solide et
Voilà. Alors vous avez tous goûté les chocolats. Normalement, vous avez compris qu'il y a deux types de chocolat. Il y en avait un fruité acidulé, un rond et gourmand. Déjà, ça vous montre une première présentation. Après, vous avez vu qu'il y a une multitude de goûts dans votre bouche qui dépendent de vous, des notes fruitées, des notes gourmandes, des notes de miel, etc. Ça vous montre la complexité du cacao. Nous, on travaille une dizaine de fèves à la fabrique et chaque fève a sa propre identité. Mais on y reviendra. Et déjà, ce qui fait la particularité de notre métier et d'Encuentro, c'est qu'on fabrique du chocolat. Alors là, vous pouvez voir une photo de notre fabrique. On est installé dans une vieille filature qu'on vient de finir de rénover. Et c'était important pour nous de s'ancrer dans la région et dans un lieu qui est un passé, qui est une histoire, et une histoire qu'on prolonge avec du chocolat. Alors qu'avant, ici, il y avait au rail, au plafond, c'était des ballots de 700 kg de coton et de lin qui étaient transportés il y a à peu près plus de 70 ans, 80 ans. La manufacture a fermé en 1968 et elle a été abandonnée jusqu'à ce qu'on la rénove ici. Et donc la particularité, c'est que vous voyez en plein centre, il y a des fèves de cacao, ce qui est peu courant dans le monde du chocolat. Il faut savoir que dans le monde du chocolat, vous avez à peu près 3, alors c'est pas tout à fait clair, mais il y a 3 à 4 000 chocolatiers de métier qui ont la même appellation, le même nom, chocolatier, artisan chocolatier. En réalité, il n'y en a qu'1% qui fabriquent du chocolat depuis des fèves. C'est-à-dire que les 99% autres vont acheter du chocolat, mais ils ne vont pas l'acheter à 1%, les 1% qui fabriquent en fait. Il se trouve que c'est assez peu diversifié. Le chocolat que vous mangez tous les jours, il vient, pour simplifier, de trois grosses sociétés industrielles qui fournissent à peu près toute la France et toute l'Europe. Les plus connus sont, alors on connaît tous Valrhona qui fait du très bon travail à une échelle beaucoup plus grande et qui fournit les boulangeries, les pâtisseries. Et il y a deux autres sociétés, mais ce qui veut dire que dans le monde du chocolat, le goût qu'on vous propose, il a été choisi par 3 entreprises, ce qui limite un peu la diversité. Or, vous avez une trentaine d'artisans, dont plusieurs font partie du Collège culinaire de France d'ailleurs, qui fabriquent du chocolat depuis les fèves. C'est un métier qui est assez complexe et c'est pour ça qu'on est peu. Tu parles du collège culinaire, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on fera venir Célia Tunk sur scène pour discuter de ça, de ce qu'est le collège culinaire, qui est une association de producteurs et d'artisans et de chefs. Hein. C'est ça, qui valorise le savoir-faire français, la gastronomie française en France et à l'international, surtout pour la faire rayonner. Donc on en fait partie depuis 2018 et on en est très fiers. Et donc, toi, vous ne faites pas ça? Vous allez chercher vos propres... Voilà. C'est là où le métier est plus compliqué, c'est qu'il va falloir sourcer des fèves de qualité. Les fèves, voilà, on peut peut-être faire passer des fèves, que vous en ayez en main. En fait, c'est important que vous voyez d'où vient le chocolat que vous mangez tous les jours. Ça ne pousse pas sous forme de pistoles sur les arbres. C'est un peu plus complexe que ça. Ça vient d'un fruit, finalement. Et voilà, là, c'est une récolte à La Réunion qu'on avait faite avec les producteurs. Donc là, c'est des arbres sauvages. Mais les fèves qui sont en train de passer, il y en a 2 différentes. Il y en a plusieurs différentes. Vous voyez des couleurs différentes, mais on y reviendra. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ça ressemble et peut-être de goûter. Vous la prenez, vous la cassez entre vos doigts et ne mangez pas la peau. C'est ça qu'on fait infuser et ça serait difficile à mâcher. Mais mâchez la graine, vous allez voir, là les fèves ne sont pas torréfiées. Donc vous allez être surpris par le goût. Ça a des notes lactées, des notes de ferment, ça a des notes cacaotées, mais on ne peut pas dire que c'est agréable à ce stade. C'est très particulier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'aliment le plus bénéfique pour votre santé qui puisse être. C'est-à-dire que c'est un des aliments, c'est parfois un peu dur en fonction de la forme. Hein. C'est-à-dire que le cacao, c'est un des aliments qui contient le plus d'antioxydants. Il y en a plus que dans le thé, plus que dans le raisin. Voilà, c'est très riche en antioxydants et donc en tanins. Donc les tanins, c'est ce qui va donner la couleur et les arômes aussi, comme dans le vin. Et il faut savoir que dans une fève, vous avez à peu près 50% de poudre de cacao et de beurre. 50% de beurre de cacao naturel présent dedans. Donc c'est ça qui va donner ensuite le côté... qui va être, quand c'est fondu, le côté un peu liquide et gras que vous pouvez connaître. Voilà, ce beurre de cacao qui donne l'onctuosité. En général, le beurre de cacao, on sépare tout ça et les industriels ont tendance à utiliser beaucoup plus une partie que l'autre. Hein. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la fève de cacao,
très vite, fabriquer du chocolat, c'est un métier qui est complexe, ça demande, on y reviendra, mais 6-7 étapes. Et du coup, les industriels l'ont compris il y a très longtemps et ils ont fabriqué à grande échelle et ils ont éclaté la fève, c'est-à-dire qu'on a mis d'un côté la poudre de cacao, de l'autre côté le beurre, et ensuite pour le réassembler d'une façon qu'on souhaite, une recette, la recette qu'on veut. Mais c'est pour ça que sur les tablettes que vous voyez, bon, principalement en supermarché, vous avez comme ingrédient poudre de cacao, beurre de cacao, pâte de cacao. On en est à 3 ingrédients différents et qui viennent probablement du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Brésil. Enfin, c'est un vrai mélange et il n'y a rien qui vient du même pays. Alors que dans notre cas, la fabrication du chocolat, on prend la fève, on la broie et on la broie avec du sucre de canne. Et on va utiliser le beurre qui est naturellement présent dans la fève, on va utiliser la poudre qui est naturellement présente dans la fève. Comme je n'avais pas goûté, j'en ai pris un du Guatemala. C'est incroyable, ce que tu décrivais, cette pointe d'acidité, là, c'est très fruité. C'est très fruité et ça vient du terroir. Voilà, on travaille vraiment par origine. Et chaque origine, chaque terroir et même chaque millésime va avoir son identité. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une dizaine de fèves différentes, mais elles vont avoir des notes toutes très différentes. Alors, j'ai des photos. Oh, ça passe pas. Donc c'est vraiment une question de terroir. Hein, donc l'origine, alors qu'on est a priori, on est sur le même fruit. On est sur le même fruit. Mais en fait, c'est comme dans le raisin, comme dans les grands vins, en fait, comme vous allez avoir des cépages et ils vont donner des vins avec des notes différentes. Dans le cacao, c'est pareil. Il y a une grande diversité dans la génétique du cacao. Alors là, vous voyez une cabosse qui est ouverte avec les fèves à l'intérieur. Et finalement, les notes de votre chocolat vont dépendre donc de l'origine et donc de la génétique de l'arbre. Il faut savoir que tous les cacaoyers à l'origine viennent d'Amérique centrale, autour du Guatemala, sud du Mexique. C'est vraiment de cette région tout est parti. Et ensuite, du fait de l'histoire coloniale, que ce soit française, portugaise, espagnole, les néerlandais, le cacao a été transporté dans les pays d'Afrique et dans les pays d'Asie. Mais à l'origine, ça ne poussait pas là-bas. Donc nécessairement, vous pouvez retrouver des similitudes entre les cacaos d'Asie et les cacaos d'Afrique avec les cacaos d'Amérique du Sud. Parce qu'à un moment, il est bien parti de quelque part, ce cacao. Mais pour vous donner un exemple, là en ce moment, on a trouvé des similitudes avec un cacao d'Indonésie et un cacao du Mexique. Mais il faut comprendre que celui d'Indonésie a un parcours compliqué. Il a été importé par les Néerlandais en Philippines, puis offert en Indonésie sous forme de cadeau. Donc finalement, le cacao indonésien n'est pas arrivé directement du Mexique. Ça a des histoires. Pour retracer l'histoire d'un cacao, c'est assez compliqué. Tu le rapprochais de l'histoire des cépages et du vin. On comprend évidemment très bien qu'un chardonnay du Chili et qu'un chardonnay de la côte de Beaune, c'est pas la même chose. On est vraiment à ce niveau-là. La plante a évolué, adapté. C'est quoi? C'est l'ensoleillement? Ça tient au type de culture? Est-ce que c'est les traitements? Est-ce que c'est la façon dont les cabosses sont ramassées qui joue aussi? Non, c'est principalement la génétique. Il y a des grandes familles de cacaoyers. Il y en a qui sont plus ou moins fragiles, plus ou moins amers, plus ou moins fruités naturellement, plus ou moins acidulés. Ça dépend de la plante en fait. Et c'est naturellement présent dans la fève. Et c'est ça qu'on va exploiter. Là, vous avez goûté 2 chocolats qui ont la même recette, même travail. Il y a juste la torréfaction qui a changé. En fait. Et ça, la torréfaction, c'est notre secret, on va dire. Mais voilà, ça dépend vraiment de cette génétique. Et ensuite, évidemment, un arbre qui va pousser au soleil ou sous un autre arbre va nécessairement avoir des fèves plus ou moins beurrées, avec des arômes différents. Et ça, c'est propre au terroir. C'est pour ça qu'on travaille aussi par terroir sur nos tablettes. On parle du producteur, qui peut être soit un producteur privé, soit une coopérative, et il a sa propre façon de travailler. Et on a des fèves qui sont sauvages aussi, qui viennent de la jungle, et là, elles sont complètement livrées à elles-mêmes. Les arbres poussent naturellement. Et oui, ça influe. Les autres arbres, on dit même que les autres arbres à côté influent. S'il y a des agrumes, des manguiers, voilà, sur la photo qu'il y avait avant, c'était des manguiers qui protégeaient ces arbres à La Réunion. Ça dépend, ça va influer, mais même les plus grands experts aujourd'hui ont du mal à se prononcer sur combien il y a de variétés génétiques de cacaoyers et comment les notes comment ça influe sur les notes du chocolat. De façon générale, le cacaoyer, c'est un arbre qui a besoin d'ombre, qui a besoin de chaleur, qui a besoin d'humidité. C'est ça. C'est un arbre qui a besoin des autres. C'est pour ça que ce qui est bien avec la culture du cacao
et surtout quand c'est du cacao fin, et c'est ça dont je voulais parler, voilà, c'est que c'est un arbre qui finalement pousse très bien en agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est faire en sorte de faire pousser plusieurs arbres qui vont vous rémunérer tout au long de l'année. Vous avez du cacao à une année, du café un mois, du café un autre mois, des agrumes le reste de l'année. Le producteur peut vivre tout au long de l'année, et surtout les autres arbres s'entraident. Le cacaoyer, c'est génial parce que c'est comme le caféier, il a besoin de cet ensemble, cet environnement, et surtout pas d'avoir des champs plantés de cacaoyers. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans certains pays qui ont investi, enfin, on a déboisé, principalement dans les pays d'Afrique, malheureusement, et on a planté là des arbres sans les mettre à l'ombre, donc ils vont être productifs un temps, mais très vite, la productivité va baisser. Et ce qui amène aussi les scientifiques à chercher des hybrides plus résistants, qui vont produire plus longtemps. Mais la réalité, c'est que l'avenir du chocolat est plutôt d'aller vers des cacaos fins. Donc des cacaos qui sont cultivés en agroforesterie, sans modification des sols, sans chercher la culture intensive. Et ça veut dire, ça c'est notre point de vue, mais ça veut dire abandonner tout le cacao de mauvaise qualité en fait, et les produits chocolatés de mauvaise qualité. Alors je ne l'ai pas mis sur la présentation, mais je pense que ça vaut le coup, j'en parlais avec quelqu'un, je vais vous montrer une photo de mon iPhone, hein, mais vous allez vite voir de loin, ça vous parlera. À moins que j'arrive à le montrer à la caméra. Oui, je dois pouvoir le montrer, je ne sais pas si ça se voit. Enzo. En fait c'est assez... Non, on ne le voit pas. Elle est où la caméra? Bon, je vous le montre d'ici. Vous allez voir, c'est deux cabosses, mais c'est très parlant. Vous avez ici, en jaune, la petite cabosse. C'est une cabosse du Pérou, un cacao chuncho natif très vieux, qui vient d'un arbre centenaire, et avec lequel on fait notre tablette du Pérou. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle un CCN 51. C'est le 51e hybride qui a permis de faire un arbre très résistant. Résistant aux maladies. L'énorme chose, Oui, c'est difficile. L'énorme chose à côté, c'est ça? Voilà. Le petit jaune et le très grand. Je pense que le violet fait la taille d'un ballon de rugby et celui qu'on travaille et tient dans la main. C'est comme un citron. Cet arbre-là, le violet, est très productif, très résistant aux maladies. Il a un rendement fabuleux. Il va produire 1 tonne à l'année par arbre, quand l'autre va produire 25 cabosses. Et la différence, c'est qu'il est au niveau aromatique très pauvre. Donc le vrai risque, et ces deux arbres poussent à proximité, et donc au Pérou, dans cette région où il y a des arbres natifs qui font partie de la culture péruvienne et qui avec une vraie valeur génétique, il y a un risque, on rapproche des arbres très productifs, et le risque c'est qu'ils s'hybrident et qu'on arrive à niveler par le bas. Mais ce cacao-là va servir à faire des produits, du cacao de mauvaise qualité, qui va être séché rapidement et vendu à bas prix. Très différent d'une autre qui va être, donc c'est pour ça on parle de 5% de cacao fin dans le monde. Le cacao fin, c'est-à-dire que quand vous cueillez le fruit, vous enlevez les fèves avec la pulpe, et dans les quelques heures qui suivent la récolte, vous les mettez dans des caisses en bois. Et là, vous allez faire fermenter, vous allez laisser agir pendant plusieurs jours, voire une semaine. Et ce qui se passe, c'est exactement comme dans le vin. Le sucre est transformé en alcool, et l'alcool en acide, et l'acide transforme tous les arômes à l'intérieur de la fève. Sans ça, vous avez une fève qui est un peu insipide, qui a des notes cacaotées, qui suffit pour faire des produits chocolatés de basse qualité pour les supermarchés, mais qui ne suffit pas pour faire des tablettes de dégustation. Et d'un côté, donc, vous avez... et ça va jouer sur le prix des fèves, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que l'avenir du chocolat est plutôt vers le chocolat de dégustation, la tablette, et du chocolat dont l'origine est connue, et pas vers les produits de basse qualité, parce qu'il n'y aura jamais assez de chocolat pour nourrir tout le monde en produits de basse qualité. Et ça va pousser les producteurs à aller vers des hybrides, et vers des arbres, et vers des cultures qui ne sont pas du tout raisonnées. Alors que si on s'oriente vers des chocolats avec un sourcing raisonné, du cacao de qualité, on préserve la planète et on fait évoluer les choses, et les producteurs sont mieux rémunérés. Là, je prends un exemple, on a montré trois sacs différents, enfin 3 photos différentes. Vous avez sur cette photo à gauche, il y a des sacs de 70 kg, c'est ceux qu'on achète. Alors là, on voit le Mexique, la République dominicaine. C'est du cacao qui va coûter à peu près 7 000 à 8 000 euros la tonne. Un sac représente à peu près 500 euros. En haut à droite, vous avez la Bolivie sauvage. C'est du cacao qui va coûter 16 000 euros la tonne. Donc on le reçoit en sac de 25 kg. Et d'ailleurs, pour l'équipe, c'est quand même plus sympa, c'est plus facile à transporter. Parce que les sacs de 70 kg, c'est quand même assez tendu. Et en bas, vous avez le cacao de la Réunion. On en a 2 kg à 3 kg par an. Le prix, c'est nous qui le déterminons parce qu'on rémunère le producteur. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose sur 2 kg, hein, mais nous, on travaille avec les producteurs en direct pour faire valoriser ce cacao, en parler, parce que évidemment, là, sur l'île de la Réunion,
les aides vont principalement au sucre de canne, à la canne à sucre en fait, et c'est très difficile de relancer une culture, surtout quand elle est très coûteuse, comme le cacao. Et donc ce cacao, nous on estime qu'il a un prix autour de 30 000 € la tonne, ce qui évidemment s'impacte sur le prix de la tablette, mais là on est sur des crus très très rares. C'est un cacao qui a été abandonné pendant plus de 100 ans, qui est un des plus purs génétiquement parlant, et on a de la chance, il est sur l'île de la Réunion. Et Cette différence de prix, c'est la qualité évidemment, mais c'est aussi le choix de rémunérer correctement. On comprend bien que l'essentiel du cacao, il est produit en Afrique de l'Ouest par des gens qui ne sont absolument pas payés correctement. qui ne sont pas payés correctement. Là, je vous donne des prix qui commencent à 8 000 € la tonne. Il faut savoir que le cours de bourse, en moyenne, on va simplifier, il est autour de 2 000 € la tonne. Et il fluctue. Alors des fois, il va monter à 2004, 2003, il va descendre à 1008. Voilà, c'est une courbe. Là-dessus, vous pouvez acheter du cacao Fairtrade. Aucun de nos cacaos sont labellisés Fairtrade, ça, il faut le savoir. Mais pourquoi? Parce qu'on paye ce cacao, comme vous le remarquez, 3 à 4 fois plus cher que le cours de bourse, ce qui rémunère bien mieux les producteurs. Le Fairtrade, c'est un index sur le cours de bourse. Donc évidemment, si le cours diminue, le Fairtrade diminue aussi. C'est plus 10% ou 15%. Mais si déjà vous perdez 30% sur le cours de bourse, et le problème c'est que 95% du cacao mondial est indexé sur ce cours de bourse. Donc quand les prix chutent, les producteurs voient leurs revenus chuter aussi. Alors que dans notre cas, la récolte elle a lieu 1 à 2 fois par an en fonction des régions, et nous on réserve des lots qui ont le même prix toute l'année. Et qui ont des prix. Et d'ailleurs, la plupart de nos cacaos ont vu leur prix augmenter, mais on n'a jamais eu de prix à la baisse et on négocie aucun prix de toute façon. Mais pour parvenir à faire ça, il faut être dans la démarche Bean to Bar, c'est-à-dire qu'il faut connaître les producteurs. Enfin, il faut pouvoir être en contact direct avec eux. Il faut être en contact direct avec eux. Alors voilà, c'est ça. Il faut s'intéresser au producteur, il faut s'intéresser à sa démarche pour transmettre. Pourquoi Enfin, si on achète un cacao 4 à 5 fois plus cher, ça va s'impacter sur le prix du chocolat et il faut pouvoir l'expliquer. Évidemment, si du jour au lendemain vous retrouvez dans des supermarchés des tablettes 4 fois plus chères sans aucune explication, vous n'allez pas comprendre. Et toutes les explications que je vous donne aujourd'hui vous expliquent un peu pourquoi on se retrouve à la fin avec une tablette qui ne peut pas coûter 2 € ni 3 €. Alors, nos tablettes valent 7, 8, 10, 30 € pour celle de la Réunion. Et ça traduit le fait qu'il y a une matière première qui est d'une très grande qualité et parfois extrêmement rare. C'est une question qu'on se pose souvent hein, ici sur la scène artisan. Est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que les gens comprennent que de 2 € à 8 €, c'est pas. Mais en même temps, souvent, on va vers le prix, il y a la grande distribution, tout ça. Est-ce que les gens sont sensibles à ça? Est-ce qu'ils comprennent cette démarche qui est à la fois celle du goût et celle de la responsabilité hein? Oui, oui. Alors au début, c'est vrai que oui, les gens le comprennent puisque notre société grandit et on a enfin voilà, ce qui prouve qu'il y a une demande qui grandit. On a des confrères qui travaillent de plus en plus en bean to bar, de plus en plus de chocolatiers de métier qui achetaient du chocolat à des entreprises comme nous ou à d'autres plus grandes souhaitent passer en fabrication du chocolat pour mieux maîtriser leur sourcing. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience. Mais comment changer les 95% de chocolat qui sont mangés et qui sont mal rémunérés, c'est ça la vraie problématique, mais ça commence par des petits pas, et peut-être que ça va aller beaucoup plus vite à un moment, mais parce que il faut toujours démarrer. C'est vertigineux, tu nous dis 5% c'est seulement c'est oui. du fin, 1% seulement du mais c'est déjà 5%. Il y a quelques années, c'était 1%, et quelques années, c'était il y a 5 ans. Donc non, ça grandit, et les gens en sont de plus en plus conscients, et en tout cas, nous, on travaille là-dessus aussi. Comment c'est né? Comment vous êtes arrivé? Je dis vous parce que vous êtes deux. Hein, oui, on a créé ça Encuentro avec ma compagne. Oui. Comment ça a démarré le chocolat, cette passion, cette envie d'aller aussi vous facilitez pas non plus la vie, pour être clair. Donc, comment ça a démarré? Alors, c'est un peu particulier, mais ça ramène à parler du nom Encuentro, qui n'est pas du tout français, comme vous l'avez bien vu. Il y a 10 ans, on avait une fabrique de chocolat en République dominicaine. Donc on est partis tous les deux créer cette fabrique parce qu'on avait déjà habité dans ce pays et qu'on en était amoureux, et qu'on s'était dit qu'on avait découvert le cacao, et la République dominicaine, il faut le savoir, est le premier producteur de cacao bio au monde. Ça représente 80 000 tonnes, ce qui est tout petit à côté du Ghana, de la Côte d'Ivoire, qui produisent 1 million, 1,5 million de tonnes, mais ça reste quand même un grand producteur. Et on savait ça, et il n'y avait pas de transformation sur place, donc on s'est dit on avait cette envie d'aller fabriquer du chocolat, et on a créé une fabrique là-bas.
qui a très bien marché très vite. Et malheureusement, on a très vite eu des problèmes avec la mafia locale et on a dû abandonner notre fabrique du jour au lendemain. Et nos 15 employés, on a pris l'avion et on n'en a plus jamais entendu parler. Et on a repris l'histoire quelques années plus tard parce qu'on ne pouvait plus parler de chocolat. C'était un peu compliqué dans notre vie. Et on a créé Encuentro en 2017 en reprenant l'histoire là où elle s'était arrêtée. Et Encuentro, ça veut dire la rencontre. C'est notre fil directeur en fait, c'est ce qu'on veut faire, vous emmener à la rencontre de producteurs de cacao d'exception et venir vous présenter notre savoir-faire. Notre fabrique, comme vous l'avez vu au début, est totalement vitrée, ce qui est très peu courant dans le monde du chocolat, qui est très opaque, parce qu'on cache les savoir-faire, on cache les origines. Vous avez la recette, vous avez les machines, vous pouvez tout acheter, tout refaire comme nous. Après, le savoir-faire, c'est ça la technicité, la difficulté, parce qu'arriver à une tablette bien brillante avec un goût harmonieux, c'est compliqué. Mais voilà, on a repris l'histoire et aujourd'hui, voilà, un nom espagnol pour une entreprise bien française, bien ancrée à Lille, juste à côté de Lille. La torréfaction, c'est un travail de très grande précision, de temps, de température. C'est là aussi qu'est tu le disais, hein, c'est là qu'est c'est ton C'est là métier, qu'est alors, c'est là qu'est le secret aussi. c'est là qu'est le secret. Et justement, on le comprend d'autant mieux quand on regarde ces fèves. Là, vous avez 6 fèves différentes. Elles ont toutes une taille, une forme, une couleur différente. Et effectivement, la torréfaction ne peut pas être la même pour chacune de ces fèves. C'est pas possible. Au début, vous avez la Bolivie sauvage. En deuxième, vous avez la fève de la Réunion. En troisième, le Guatemala que vous avez goûté, qui est une fève énorme. En quatrième, c'est bon, je vais pas vous toutes les faire, c'est pas le plus important, Si, mais bien. je les connais bien. Et chaque fève se travaille d'une façon différente, avec une température de torréfaction qui va différer de 5, 10, 15 degrés et des durées différentes. Et ça va développer les arômes de façon totalement différente. Et le République dominicaine que vous avez goûté, à 10 degrés près, on peut vous le rendre beaucoup plus fruité, mais peut-être écœurant. Et c'est ce qu'on a trouvé avec Candice. C'est comme ça qu'on a choisi. On prend une fève, on va en torréfier 200 grammes, 300 grammes, on fait des petits lots, et on va faire différentes tablettes en torréfiant à différentes températures. C'est comme ça qu'on crée une nouvelle tablette. Et il se trouve que même avec un cacao de qualité, avec une torréfaction qui se veut bien maîtrisée, on peut arriver à des goûts qui ne sont pas agréables. Ça, c'est vraiment la difficulté. Donc notre travail, c'est de trouver la meilleure torréfaction, celle qui nous paraît mettre la mieux en valeur la fève. Et mettre en avant ces notes de tête, de cœur et cette allonge. C'est ça qui nous intéresse. Pardon, juste pour regarder un tout petit peu l'heure qu'il est, parce qu'il y a Ouais. Ismaël Guergentou qui va venir après. Est-ce que tu as encore quelques photos à nous montrer Oui, je t'interromps à chaque fois, donc évidemment. Non, mais on va là, on travaille à l'ancienne avec des meules à l'ancienne. Ça, c'est ce qui fait notre savoir-faire et le goût de notre chocolat. Vous voyez, il y a plusieurs étapes. Chaque étape est cruciale dans le goût du chocolat, et c'est ce qui fait que très vite, les artisans chocolatiers n'ont pas fait ce travail-là et les industriels ont pris le relais parce qu'il y a 6 étapes très coûteuses dans la fabrication du chocolat. Et pour arriver à une tablette, il va falloir plusieurs Moi j'ai une question, mois et parce qu'il y en a plusieurs une, je semaines. voudrais bien savoir ce que c'est. Hein? Si on peut revenir, après la torréfaction, il se passe tout un tas de choses. Qu'est-ce que c'est que le vannage? Le vannage, c'est supprimer, écarter l'écorce de la fève. Voilà. Ça se fait par un jeu de soufflerie. Et c'est vrai que ça demande de bien... c'est différent pour chaque fève aussi. Là. Et ensuite on broie. Le conchage, broyage, c'est fait par cette machine. C'est des roues de granit de 50 kg qui tournent sur une dalle de granit, donc à l'ancienne, comme pour faire de l'huile d'olive ou de la farine. Voilà. C'est ça qui va développer le goût particulier de notre chocolat. Et l'étape suivante, c'est la maturation. Ça, c'est très spécifique à notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'une fois que le chocolat est sorti de cette machine juste avant, on va la couler en briques de 6 kg. Et chez nous, si vous venez dans notre fabrique, vous allez voir des murs remplis de briques. De chocolat. Et on va les laisser vieillir 3, 6 mois, 12 mois, parfois 24 mois. Et à la fin, ça fait un chocolat qui a l'air moisi finalement ou très friable. Mais en fait, là vous en avez un, c'est très friable. Et en fait, ce chocolat, il va donner une tablette parfaitement brillante et il est juste fabuleux au goût. Mais en fait, il n'est pas tempéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas stabilisé. Et il va fondre à plein de températures différentes, alors qu'une tablette de chocolat ne fond qu'à 34 degrés.
Et ça, c'est un chocolat qui a maturé plusieurs mois et qui est excellent, mais voilà, qui a un aspect esthétiquement peut-être pas le plus joli. Et ça, c'est vraiment typique, ça va donner du goût à notre chocolat. Donc, et alors ça va, qu'est-ce qui se passe derrière? Une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu en fais? Alors bah là, c'est là où c'est la dernière étape, le tempérage. On fond le chocolat et on va lui faire un cycle de température. On le chauffe, on le refroidit, on le réchauffe à 32 degrés à peu près, et on coule des tablettes. Et on lui donne sa forme alors. Ça, c'est le tempérage. C'est un process que les chocolatiers maîtrisent, mais il faut savoir que dans notre métier, étant donné qu'on n'a pas d'additifs, pas de beurre de cacao ajouté, pas de lécithine de soja, on n'est pas sur un degré de précision. On est sur 0,1 degré de précision. C'est-à-dire que le Guatemala se tempère à 31,6, l'autre à 31,2, l'autre à 31,3. Et si vous vous trompez d'un dixième de degré, vous avez une tablette qui est légèrement blanchie. Et ça, c'est toute la difficulté de notre chocolat, qui en plus d'avoir cette technicité, est très visqueux à travailler, mais tout ça au service du goût. Parce qu'évidemment, si on rajoute 5-10% de beurre, de pur beurre que vous voyez partout sur les packaging, eh ben, il n'y a plus ce problème. Vous le tempérez, vous mettez 32, ça sort, et vous avez votre tablette de chocolat. Ce n'est pas du tout notre cas. Mais quand vous diluez de 5% ou 10%, ben, vous n'avez pas le même goût. Et comme je l'expliquais à certaines personnes qui sont venues nous voir, est-ce que vous achèteriez un grand vin de Bordeaux, je ne sais pas quelle région, et au moment de le servir, vous le diluez avec un grand verre d'eau parce qu'il est un peu fort. Ça, vous ne le faites jamais. Et pourtant, ça fait plus de 100 ans qu'on mange du chocolat qui est dilué, alors même qu'il y a des crus exceptionnels. Mais ça, on ne vous a jamais mis au courant. Parce que voilà, c'était trop compliqué. Ça permet de masquer des mauvais goûts, des arômes non voulus, une surtorréfaction, une mauvaise qualité dans le cacao. Et vous mettez du beurre, de la vanille et vous ne sentez plus rien. Vous avez juste la note cacaotée qui est lissée. C'est de la triche. C'est de la triche. C'est comme ça que les choses se développent. Voilà, non, c'est l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire. Hein. Et il se trouve que les industriels l'ont compris. On peut retrouver le vrai goût du chocolat quand même avec tes tablettes. On retrouve le vrai goût du dans chocolat. Le temps sans refaire l'histoire. On est revenu à quelque chose d'assez simple finalement, et c'est très technique, et c'est pour ça qu'on est peu nombreux à le faire, mais effectivement, on va dans la bonne direction aujourd'hui. Les chocolatiers vont dans la bonne direction en mettant de la transparence et de la pureté dans le goût et dans leurs produits. Et voilà, ça va dans le bon sens. Alors, on va aller vite. Non, on va aller vite, mais on va finir, parce que sinon, c'est pas juste. Où est-ce qu'on les trouve, ces chocolats? Où est-ce qu'on les achète? Nous on est un particulier, on veut trouver du chocolat Encuentro, on va où? Nous, on vend dans toute la France via notre site internet, et puis après, on distribue via des personnes qui sont des épiciers fins, des cavistes, des fromagers, des personnes qui sont passionnées par leur métier, pas dans les supermarchés évidemment, parce qu'il faut pouvoir expliquer le produit. Et donc on indique tous les partenaires sur notre site internet, et il y en a pas mal dans les Hauts-de-France, parce qu'il y a une certaine fierté de produire enfin du chocolat. On est peu local. Et le travail avec les chefs, c'est aussi quelque chose qui fait. Est-ce qu'il y a des pâtissiers, des chefs qui utilisent ton chocolat, votre chocolat? Il y a des chefs évidemment, alors peu, parce que c'était pas du tout notre métier de départ. Nous, on distribue principalement des tablettes, mais on travaille avec des chefs qui ont fait des interventions ici, comme le Roseau, la laiterie à Lambersart. On travaille avec la maison Merthe, qui est la pâtisserie du Général de Gaulle, qui est une des plus vieilles pâtisseries du monde, qui nous a demandé de créer un chocolat pour elle. On travaille avec le restaurant Empreinte aussi sur des recettes. Voilà, on a plein de projets, mais c'est vrai que on a un chocolat technique à travailler, donc on attend que les chefs viennent le tester pour goûter, pour voir s'ils arrivent à le dompter, parce que c'est en quelque sorte ça le challenge. Alors, restaurant Empreinte, merci, quel bel enchaînement, parce qu'il est là juste après, Ismaël, avec son sommelier Clément, et on va parler de vin avec Peter Van Damme. Juste pour qu'on termine, on a parlé du collège culinaire, je voudrais bien que Célia vienne avec nous 2 minutes, parce que c'est aussi ça, que tu nous réexpliques pourquoi c'était important pour vous de rejoindre le collège, ce que ça signifie. Célia, si tu veux venir, d'abord, juste expliquer mieux que je ne le ferai jamais ce que c'est que le Collège culinaire de France, qui est une association de bienfaiteurs. Oui, bienfaiteurs, je ne sais pas, mais en tout cas d'acteurs comme Antoine qui vous a expliqué. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'alimentation, les méthodes de production, l'artisanat, la restauration, tout tend à s'unifier, à s'industrialiser et à se standardiser. Et l'objectif du Collège culinaire de France, c'est de montrer qu'il existe une alternative à cette industrialisation, avec des acteurs comme Antoine sur le chocolat, qui vous ont montré que c'était possible de faire différemment, que cette méthode d'industrialisation et cette méthode artisanale, elle permet la diversité,
elle permet effectivement toute une chaîne de la qualité qui fait vivre plein d'acteurs, faire vivre les acteurs, mais qui a aussi un impact sur l'environnement, sur la planète, sur tout. Et ce que disait Antoine, c'est que ces arbres potentiellement dont tu parlais tout à l'heure, ces 1%, etc., s'il n'y avait pas des gens comme Antoine pour les travailler et des gens comme vous pour derrière acheter, parce que c'est bien de les travailler, mais il faut aussi des gens qui comprennent et qui achètent, ben ces arbres, en fait, dans 10 ans, ils n'existent plus. Et là, c'est vraiment trop tard. Antoine, il parlait du côté positif. C'est 1%, 5%, 10%, enfin, espérons ça un grandit. peu plus. Voilà. C'est l'essentiel. Mais s'il n'y avait pas eu les premiers acteurs comme Antoine, demain, ça n'existait plus. Donc le but du Collège culinaire de France, c'est vraiment de réunir les producteurs, les artisans, les restaurateurs qui œuvrent pour cette diversification et cet artisanat, quel que soit le métier qu'on fait. Parce que tu disais, derrière le mot chocolatier, il y a la personne qui travaille depuis la fève, il y a les personnes qui achètent du chocolat effectivement déjà tout fait en pistole. Enfin, voilà, la plupart des chocolatiers, effectivement, ils partent de ça, quoi. Ouais. Antoine, il part avant ça, oui, quoi. Ouais. Donc, il parle même du pays, en fait. Ouais, c'est pas le même travail et sous le même nom, en fait. Il y a une multiplicité de façons de travailler et je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas de juger, c'est pas de critiquer, c'est de vous donner les clés de questionnement pour que quand vous, consommateur ou restaurateur, si vous êtes restaurateur, mais que vous sachiez quoi poser comme question quand vous allez voir un chocolatier. C'est aussi ça l'importance, quoi. Concrètement, aujourd'hui, le Collège culinaire de France, c'est combien de chefs, combien de producteurs artisans ? Aujourd'hui, c'est à peu près 2000 restaurants à travers toute la France, 1000 producteurs artisans à travers toute la France depuis 10 ans. Et dans les Hauts-de-France ? Et dans les Hauts-de-France, un petit peu plus, une centaine. Dont toi. Voilà. On a compris, hein, tu nous l'avais expliqué tout à l'heure, quand on veut rejoindre le collège, on présente une candidature. Ouais, et on a des référents sur chaque région qui ont étudié, c'est les mêmes critères pour tout le monde, c'est des critères de transparence, d'impact évidemment sur l'environnement, de relation avec les autres, de méthodes artisanales et qui sont les mêmes pour tout le monde, mais qu'on décline évidemment en fonction du métier de chacun. Donc, chocolatier, éleveur, sourceur. Oui, on a eu des escargots tout à l'heure, on a eu du safran hier et maintenant du chocolat. Pourquoi c'était important pour toi de rejoindre le collège ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que ça te... Pourquoi avoir voulu participer à cette association ? Nous, c'est particulier. On a démarré seul, on est autodidacte, on n'est pas chocolatier de formation. Tout ce qu'on a appris, on l'a appris sur le tas dans les pays producteurs avec notre première fabrique. Et finalement, le Collège culinaire, c'est la première organisation à qui on a proposé notre chocolat. Et il se trouve, en plus, c'était via Célia qui a transmis à Alain Ducasse notre chocolat. Et lui aussi fait du chocolat. Et qui lui aussi fait du chocolat et qui a beaucoup apprécié nos chocolats et qui d'ailleurs nous a rappelé la suite de ça. Et c'est comme ça qu'on a intégré le Collège culinaire de France. Mais c'était une confrontation directe pour le coup parce qu'il a goûté le chocolat et on a attendu la réponse en direct. et il a beaucoup apprécié. Il avait goûté le Guatemala d'ailleurs, ça je m'en souviens très bien. Quand Alain Ducasse trouve que ton chocolat est bon, c'est plutôt bon signe. Mais ça va au-delà de ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, entre membres du Collège culinaire de France, il n'y a pas de concurrence. En fait, c'est des gens qui peuvent... Là, en l'occurrence, on parle de 2 personnes qui font le même métier sur le chocolat. Oui. Mais il y a des choses à s'apporter entre restaurateurs, entre producteurs, entre artisans, qu'on soit du même... C'est de l'échange, c'est participatif. C'était, voilà. Et pour nous, c'était une reconnaissance de notre savoir-faire, de la qualité de notre produit. Et puis, c'était aussi à l'appartenance à une organisation, à une grande famille, en fait. Et ça nous ouvre les portes de chefs, d'autres artisans avec qui on rentre en contact. Donc, c'est extrêmement valorisable. Et merci beaucoup. On est très content d'avoir eu ces trois scènes avec le collège. C'est aussi pour nous, tu disais consommateurs, même pour nous, vous nous guidez parce que c'est toujours difficile. Où sont les artisans ? Où sont les vrais producteurs ? Donc c'est un outil fantastique pour tout le monde. On trouve sur le site internet. Sur le site internet, tu as tout le monde. Il y a beaucoup de producteurs qui utilisent le logo, qui est une espèce de plaque ovale avec un qu'on avait là, bleu, blanc, rouge. Il est là. Juste là. Magnifique. Et c'est une fierté parce que, encore une fois, derrière chaque producteur, ce ne sera pas la même façon de travailler, mais vous avez la certitude que ce soit un artisan qui soit vraiment bien dans sa démarche. Et vous savez que derrière, il y a une vraie histoire, il y a un vrai artisan qui a envie de promouvoir sa diversité face à cette standardisation constante qu'on nous impose. Tu parlais de 3 marques qui faisaient le goût du cacao finalement, et finalement quand tu es élevé à ça et que tu goûtes quelque chose de différent, on t'a habitué tellement à un goût que
aller chercher autre chose, c'est aussi, ça demande du temps, quoi. Ouais, cette amertume, cette acidité, on n'a pas l'habitude de la retrouver dans les chocolats. Non, donc c'est un apprentissage aussi de goûter quelque chose de différent. On a eu une démonstration magnifique. C'était passionnant. Antoine, vraiment, je pense que les gens ont ressenti la même chose que moi. On a ressenti ta passion incroyable et puis l'intelligence de tout ça, la beauté et aussi la grande sensibilité qu'il y a dans ces cacaos et qui vient pas de nulle part. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Antoine Masky, s'il vous plaît.